Bonjour chers amis, aujourd'hui je vais vous présenter le cours de toxoplasmose. Pour le plan de cours, c'est l'introduction, l'épidémiologie, la physiopathie, la clinique, diagnostic et la prise en charge. On commence toujours par l'introduction. C'est quoi toxoplasmose? La toxoplasmose est due à un protozoaire Toxoplasma gondii. Grave chez la femme enceinte parce qu'il y a risque de toxocongénital et chez les immunodéprimés, il y a risque de réactivation avec localisation viscérale sévère. L'homme se contaminé par Toxoplasma gondii, soit par ingestion de crudités ou de l'eau contaminée par les oocystes, ou bien par passage transplacentaire au cours de la primo-infection maternelle pendant la grossesse, ou bien par consommation de kystes contenant dans les viandes. L'évolution de la primo-infection est asymptomatique chez les immunodéprimés graves liés à la réactivation. La toxocongénitale est plus grave lorsque d'une infection de la mère dans les deux premiers trimestres de grossesse. Un dépistage sérologique de toxo se fait généralement par un bilan de préconceptionnel et aussi lors de déclaration de grossesse. Une surveillance sérologique mensuelle plus un respect des règles hygiéno-diététiques chez les femmes séronégatives jusqu'à l'accouchement. Pour l'épidémiologie, on commence par l'agent causal. Donc, on a la toxoplasma gondii. On a trois formes, sporozoïdes, bradyzoïdes et tachyzoïdes. Les sporozoïdes au sein des oocytes résistent plus de 1 an au milieu extérieur et à l'origine de contamination maniportée. Les bradyzoïdes contenus dans les kystes au sein du tissu à l'origine de la contamination par les viandes crues ou bien peu cuites. Les tachyzoïdes responsables de la phase aiguë de l'infection. Le réservoir, les réservoirs sont des zoonoses, les félins sont les l'hôte définitif. Le cycle, donc après l'ingestion des félins, ils vont ingérer soit les kystes, soit les oocytes. Donc, dans le tube digestif, le toxoplasma gondii va transformer en gamatocytes qui vont fusionner et donner des oocytes, puis éliminer dans les selles de forme immature, puis ils vont maturer, c'est-à-dire leur contenu se transforme en sporocytes puis sporozoïdes, qui est la forme ingérée par les animaux ou bien l'homme. Donc, dans le tube digestif de l'homme, vont transformer en tachyzoïdes qui ont la capacité de diffuser dans le sang et de la lymphe et gagner des divers organes. Ou Toxoplasma gondii se multiplie dans les macrophages et survit sous forme bradyzoïde au métabolisme ralenti conduit à un état de latence sous forme de kyste dans les muscles et le cerveau. Pour le mode de transmission, on a principalement 4 modes, soit ingestion des oocytes dans les crudités et de l'eau contaminée, soit ingestion des kystes dans les viandes de mouton et de porc, les kystes détruits par chaleur 66 degrés et par congélation, et soit par passage transplacentaire des tachyzoïdes de Toxoplasma gondii. Donc la fréquence de l'infection varie selon l'âge. 6% dans le premier trimestre, 40% dans le deuxième et 70% dans le troisième. Mais la gravité est surtout dans les 2 premiers trimestres. Donc, on peut avoir rarement contamination se fait par transplantation chez un receveur séronégatif ou don de sang et aussi quelques cas d'inoculation de laboratoire. Pour la physiopathologie, donc la primo-infection,
les kystes vont libérer les bradyzoïdes, les oocystes vont libérer les sporozoïdes, donc lors d'une ingestion. La multiplication se fait dans les cellules épithéliales intestinales, ensuite les ganglions mésentériques et puis les organes à distance par diffusion lymphatique et sanguine. Donc la durée de parasitémie varie entre 1 jusqu'à 21 jours. Une réponse immunitaire immorale et cellulaire efficace, le parasite survivra que sous forme de kyste dans le muscle cerveau, le cœur et l'œil. Pour la réactivation, donc, on a besoin d'un terrain d'immunodépression, soit l'HIV avec un taux de CD4 de sang, soit une hémopathie, soit un cancer, corticothérapie, des immunosuppresseurs, etc. Avec une sérologie IgG positive, c'est-à-dire le malade est déjà infecté. Donc, suite à une altération de l'immunité cellulaire T et défaut de production de l'interféron gamma, permettant aux bradyzoïdes de devenir une tachyzoïde dans les organes hébergeants responsables des abscisses du cerveau, une choriorétinite et myocardite. Les tachyzoïdes peuvent disséminer par voie sanguine. Maintenant, on passe aux cliniques. Donc, pour la clinique, on a 3 formes. La toxoplasmose acquise chez les immunocompétents, c'est la primo-infection. On a aussi toxoplasmose congénitale et toxoplasmose chez les immunodéprimés. On commence par toxoplasmose acquise chez les immunocompétents, la primo-infection. Donc, c'est une forme habituellement s'observer chez l'enfant, bien l'adolescent ou l'adulte jeune. Seulement entre 10 à 20% de ces formes sont symptomatiques. Donc, le tableau clinique est habituellement associé à une asthénie, fièvre modérée, une polyadénopathie. Ces polyadénopathies sont surtout cervicales et occipitales, faites de petites ganglions sans périadénite qui peuvent persister plusieurs semaines et plus de 85% des cas. On peut observer aussi des céphalées, des myalgies, arthromyalgie, une éruption maculopapuleuse. Des choriorétinites présentes entre 5 à 10% des cas. Syndrome mononucléosique sanguine est fréquent et modéré avec une hyperéosinophilie. Donc l'évolution est bénigne, apparemment bénigne et nécessitant pas nécessite pas le traitement. Si on donne un traitement, on peut donner la spiramycine. Pour les formes graves avec méningoencéphalite, myosite, pneumopathie interstitielle sont exceptionnelles. On passe au toxoplasmose congénitale, donc les manifestations de toxo chez la femme enceinte sont particularités, mais le retentissement fatal, manifestation clinique de la toxocongénitale, donc l'infection est d'autant plus grave qu'elle survient tôt dans la grossesse. On commence par l'infection qui est rare mais grave au cours du premier trimestre, le premier et le deuxième. Pendant la grossesse, conduit à premièrement mort fœtale dans 2% des cas, et atteinte du système nerveux central manifestée par encéphalomyélite associée à une hydrocéphalie avec sténose de l'aqueduc de Selvis. Des calcifications cérébrales localisées dans les noyaux gris centraux et les zones périventriculaires. On peut observer aussi des signes oculaires avec notamment une choriorétinite et des signes de souffrance cérébrale. On peut y avoir aussi des atteintes viscérales, un arc phytoplacentaire, des hépatites et rage cutanée. Et si l'infection de l'enfant de la fin de grossesse, donc souvent bénigne et inapparente, parfois en retard psychomoteur, peut ne pas se relever que très distance à la naissance, et même de choriorétinite, on peut avoir jusqu'à l'âge de 7 ans. Pour toxoplasmose chez les immunodéprimés, il s'agit d'une primo-infection chez un sujet immunodéprimé, donc sida ou bien greffon, ou bien le plus souvent c'est une réactivation des kystes tissulaires au niveau cérébral et oculaire chez un immunodéprimé. On va parler de l'immunodépression HIV. On va y avoir un toxoplasmose cérébral. Donc, cette infection parasitaire est liée à la réactivation d'une infection ancienne et la plus fréquente des infections opportunistes du système nerveux central. Elle survient tardivement au cours de l'évolution du sida, c'est-à-dire le CD4 inférieur à 200, notamment chez les patients ne recevant pas la prophylaxie.
Elle est aussi fréquemment révélatrice de l'infection HIV. Donc, la toxoplasmose cérébrale consistait à des abscesses cérébraux généralement multiples à réaliser un tableau neurologique focal dans l'environ de moitié du cas avec déficit. Il faut pratiquer une imagerie cérébrale en présence de céphalée tenace ou de somnolence. La fièvre est inconstante, donc le diagnostic est basé sur le suspecté devant toute anomalie neurologique centrale chez une personne séropositive pour l'HIV doit faire pratiquer une urgence TDM ou l'IRM. Donc, la présence d'une imagerie d'abcès cérébraux multiples est très évocatrice et l'injection de produits de contraste accentue l'aspect typique en concarde entouré par un halo dense d'œdème. La sérologie de toxoplasmose, témoin de l'infection ancienne, n'a d'intérêt que lorsqu'elle est négative. Donc, le meilleur argument du diagnostic reste le test thérapeutique avec une évolution favorable de quelques jours sur l'épreuve de pyrimétamine sulfadiazine, l'absence de l'amélioration clinique radiologique après 10 à 15 jours, le traitement doit être remis en cause. Le diagnostic conduit à la biopsie cérébrale stéréotaxie. Donc, pour le diagnostic différenciation, les lymphomes cérébrales, les tuberculomes et les cryptococcums. On peut avoir aussi chez l'immunodéprimé le toxoplasmose oculaire manifesté par choriorétinite avec BAV, l'impression du mouche volant, rougeur oculaire. C'est en absence de traitement, on peut conduire jusqu'à la cécité. Toxoplasmose pulmonaire sous pneumopathie fébrile, dyspnée osante et toxodisséminée, fièvre isolée, atteinte viscérale secondaire. On peut avoir aussi toxoplasmose au cours de transplantation d'organes, risque élevé chez les greffons cardiaques et de moelle, ou bien chez immunodéprimés sous corticothérapie, double risque de réactivation et aussi de transplantation, choriorétinite, pneumopathie, atteinte viscérale, des abcès cérébraux, etc. Donc, on passe au diagnostic. Donc, le diagnostic basé sur des arguments épidémiologiques, cliniques et les éléments d'orientation, puis les éléments de certitude. Pour l'épidémiologie, lorsqu'évoquer le diagnostic de primo-infection de toxo, rechercher contact avec des excréments de chat. Donc, rechercher aussi un terrain d'immunodépression, la clinique des abscesses cérébraux. Donc, les éléments d'orientation sont pour la primo-infection, c'est le syndrome mononucléosique modéré avec une hyperiosionophilie modérée et une cytolyse hépatique. On passe au diagnostic de certitude, c'est la sérologie, donc valeur prédictive positive donc surtout pour les immunodéprimés et les femmes enceintes. Donc, la technique, c'est l'ELISA, ou bien on peut utiliser l'agglutination directe, ou bien l'immunofluorescence indirecte, l'hémagglutination ou technique de immunoblot. Bon, pour l'IgM, IgGA apparaissant dans les premières semaines, survient dans la primo-infection et disparaît pour l'IgA entre 3 à 6 mois et pour l'IgM jusqu'à 12 mois. La synthèse de IgG débutait entre 1 à 3 semaines après l'IgM et atteint un titre max vers 2e mois et persiste indéfiniment à titre variable. Donc, persiste infiniment à titre variable. Donc, dans la sérologie, on a le test d'avidité d'IgG. Antitoxo permet de dater l'infection surtout chez la femme enceinte lorsque la présence concomitante de IgM et IgG antitoxo fait suspecter une infection récente. Donc, la mesure de la force de la liaison des anticorps peut être évaluée par une technique de type ELISA modifiée par l'inoculation d'une étape de lavage avec l'agent dissociant généralement modéré qui permet de retirer les anticorps de faible avidité d'une infection acquise récemment. Donc, l'indice d'avidité est égal à ELISA avec l'urée sur l'ELISA sans urée. Et l'indice d'avidité élevé exclut une infection récente. Donc, pour définition de la primo-infection, est définie par la présence des anticorps type IgM et IgG avec une test d'avidité faible, ou bien l'ascension significative de taux des anticorps type IgG en 2 prélèvements séparés de 15 jours avec la présence de IgM spécifique.
Donc, on peut utiliser aussi Western blot. Donc, c'est un test sous forme de bandelette sur la surface duquel on trouve des antigènes de Toxoplasma gondii qui ont été fixés. Certaines bandes sont spécifiques de l'infection toxo. Leur présence permet d'interpréter comme test positif et conclure la présence du IgG antitoxo. Donc, d'autres moyens de diagnostic, c'est la mise en évidence de parasites. Donc, la mise en évidence de parasites est quasi impossible chez les immunocompétents en raison de caractères transitoires et dissémination initiale. Donc, utile pour diagnostic urgent dans les formes de multiviscérales graves chez les immunocompétents et pour toxoplasmose congénitale. Donc, on commence par l'examen direct, c'est les techniques de coloration GAMSA et l'immunomarquage par l'immunofluorescence directe et l'immunopyroxydase, permettant l'identification directe du parasite sur fragments du biopsie et du liquide biologique sur la moelle, le LCR, le LBA, lorsque la charge parasitaire est élevée. La PCR, on peut utiliser la PCR aussi à la recherche d'ADN toxoplasmique par PCR dans le LCR, le sang, le LBA, les biopsies, les liquides amniotiques, placenta, l'humeur aqueuse. C'est la technique de choix, en particulier pour le diagnostic antinatal ou postnatal pour toxoplasmose congénitale ou dans les formes disséminées. D'autres techniques, c'est l'inoculation à la souris moins sensible, permet d'isoler la souche du parasite. Des arguments aussi indirects dans le cadre d'atteintes cliniques, neurologiques, ophtalmiques, particulièrement chez les immunodéprimés. On peut utiliser d'autres moyens de diagnostic, TDM, l'IRM, les mangeants pancardes, le fond d'œil, le fond d'œil aussi, les manches caractéristiques de toxo, etc. Donc, on passe directement à la prise en charge. Pour la femme enceinte, donc l'interprétation de la sérologie chez la femme enceinte, donc selon le statut sérologique chez la femme enceinte, si on trouve IgG positif, IgM négatif, donc la femme est immunisée, nécessite aucune surveillance ni prévention. Si les IgM négatifs, IgG négatifs, donc non immunisés, nécessitent des précautions d'hygiène doivent respecter pour éviter la contamination. Donc, les recommandations indispensables sont l'hygiène personnelle, se laver les mains avant chaque repas et surtout après avoir manipulé de la viande crue ou bien les crudités souillées par la terre, voire jardiner, et aussi l'hygiène domestique par porter du gants pour jardiner ou pour tout contact avec la terre et faire laver chaque jour par une autre personne le pack de litier des chats avec de l'eau bouillante et porter des gants. Et aussi l'hygiène alimentaire, c'est-à-dire bien cuite tout type de viande, surtout les volailles. Les viandes bien cuites, un aspect extérieur doré, voire marron, avec un centre rosé très clair. Lors de préparation du repas, laver à grande eau les légumes, les plantes aromatiques. Il laver aussi à grande eau les ustensiles de cuisine ainsi que le plan de travail. Donc aussi des recommandations complémentaires telles que la congélation des denrées d'origine alimentaire à température inférieure de 18 degrés permet de destruction du kyste et aussi les repas en dehors du domicile. Donc, ne consommez pas de viande que bien cuite et évitez le crudité et préférez les légumes cuits. Et aussi, deuxième chapitre, une surveillance mensuelle de la sérologie, c'est possible dans le même laboratoire et avec même technique au moment de l'accouchement, doit être instaurée pour dépister et traiter précocement une primo-infection. Maintenant, si on est devant un cas de IgG positif et IgM positif, ou bien, donc, si on est devant IgG négatif, IgM positif, c'est la primo-infection.
Et si on est devant IgG positive, IgM positive, on doit faire le test d'avidité pour savoir si c'est une primo-infection ou bien une infection reste ancienne. Donc, si le test d'avidité au cours du premier trimestre permet d'éliminer une infection récente, donc il est faible, donc c'est une primo-infection. Donc, en cas de primo-infection confirmée chez la femme, on doit rechercher l'atteinte fœtale par le diagnostic prénatal effectué par un PCR de prélèvement de liquide amniotique par l'aminosynthèse. Donc, ce prélèvement est associé à un risque de perte fœtale de l'ordre de 0,5 à 1%, donc réalisé à partir de 18e semaine et en moins de 4 semaines après l'infection. Si le PCR positif sur le liquide amniotique, on doit avoir une surveillance fœtale par l'échographie permet d'évaluer le degré de l'atteinte fœtale. Rechercher aussi des lésions cérébrales. Donc, si il y a une lésion cérébrale et une grande atteinte, on va faire une discussion de l'interruption de grossesse dans les pays étrangers. Et si on a en absence, il y a une atteinte minime, donc ou bien on peut pas avoir une interruption de grossesse, on doit traiter la mère par la pyritamine 50 mg par jour associée à la sulfadiazine 3 g par jour, ou bien la pyritamine associée à la sulfadoxine associée à l'acide folique. Si on a absence d'atteinte fœtale, on traite la femme par spiramycine jusqu'à l'accouchement. Pour la conduite à tenir chez le nouveau-né, donc le diagnostic affirmé par la présence de anticorps type IgM ou IgG, ou bien la présence de IgG après 6e mois. Donc, d'autres prélèvements indispensables chez nouveau-né. On peut faire d'autres examens sont indispensables, c'est pas de prélèvement, échographie transfontanelle et surveillance ophtalmologique doit être poursuivie jusqu'à l'adolescent. Donc, traitement nouveau-né basé sur la pyrimétamine et sulfadiazine ou bien sulfadoxine associée à l'acide folique pour une durée entre 3 mois et jusqu'à 12 mois. Donc, le diagnostic néonatal basé par examen neurologique, écho-transfontanal plus Fondet, sérologie dans le sang du cordon, recherche du parasite dans le liquide amniotique et placenta et les PCA. Pour le diagnostic postnatal basé sur la sérologie du bébé, M1, M2, M3, M6, M9 et M12 jusqu'à la disparition du IgG maternel. Donc, le IgM ne passe pas dans le placenta. Donc, on passe aux prises en charge chez les immunodéprimés. Donc, le traitement d'attaque chez l'adulte, on utilise la cotrimoxazole, 12 ampoules par jour. Donc, en cas de perfusion, toutes les 16 heures, cétoxosivir ou bien œdème cérébral, on associe une corticothérapie de 1 mg par kg. L'alternative, c'est la pyrimétamine associée à sulfadiazine plus acide folique, ou bien la deuxième alternative, c'est la clindamycine associée à la pyrimétamine plus l'acide folique. Donc, le traitement antirétroviral débuté 4 semaines après le traitement antitoxique. Bon, pour la prévention, donc la prévention primaire, pour la prévention, donc si les sérologies négatives, on évite seulement le contact et avec les règles hygiéno-diététiques déjà citées. Si sérologie est positive, avec taux de CD4 inférieur à 200 et le malade est asymptomatique, on fait un antibioprophylaxie à base de bactrim comprimé par jour. Pour le traitement, pour la prophylaxie secondaire, c'est après la cure de traitement pour éviter les récidives.
Bactrim comprimé par jour jusqu'à l'augmentation de taux de CD4 supérieur à 200 pendant 6 mois. Donc c'est ça. Et merci.